On va essayer ensemble de réfléchir, si vous voulez bien, en effet, ce soir, sur les enjeux, les difficultés, peut-être pas les solutions, les pistes de réflexion à avoir par rapport à des données totalement nouvelles auxquelles nous sommes confrontés, qui est donc l'irruption dans... On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, dans le monde de l'Internet. Alors avant de rentrer véritablement à l'intérieur des problématiques, c'est ce que tu viens d'évoquer de manière très rapide. Quel rapport la tradition juive, la Torah a-t-elle avec le progrès? Évidemment que le progrès fait partie de l'histoire et est quelque chose vis-à-vis duquel nous n'avons pas à nous élever d'aucune manière. Je vais vous dire quelque chose qui est du domaine d'une évidence, tout le monde le sait. La difficulté numéro 1 que nous avons par rapport au progrès, elle est de savoir quelle est l'utilisation que nous allons en faire. Au fond, quelles sont les manières optimales d'utiliser les outils qui sont mis à notre disposition. Il y a un texte très intéressant au début de la Torah, dans lequel, pardonnez-moi, on évoque l'univers du progrès. En effet, c'est le fameux épisode de ce qu'on appelle la tour de Babel. Rappelons-nous un petit peu les faits. La Torah nous dit qu'à un moment, l'humanité, post-déluge, trouve une forme de plaine et décident qu'ils vont créer là-bas une tour. Une ville et une tour, un Migdal Vorosh Hashamayma, une tour dont l'extrémité arrivera jusqu'au ciel. Venez assez la nous Shem et on se fera là-bas littéralement Shem un nom. Ce qui est très curieux dans ce texte, quand vous l'analysez, c'est que il commence d'abord par des détails totalement superflus. Hamba, Nilvena Levenim, Venisrefa Lisrefa. Allons et créons d'abord les pierres, les briques. Et puis à partir de cela, nous allons mettre les briques les unes sur les autres et nous allons construire cette tour. Au fond, est-ce que le texte a-t-il véritablement besoin de nous donner la technique nécessaire pour construire une tour? Vous construisez une tour, vous la construisez avec les éléments du bord, que ce soit du bois, que ce soit de la pierre, que ce soit des briques. Au fond, ce n'est peut-être pas un sujet qui a priori devrait intéresser le texte. Alors bien sûr, il y a énormément de lectures qui sont faites par rapport à cela, mais j'aimerais partager avec vous cette idée, c'est que pour la tradition juive, entre autres, ces fameuses briques qui sont nécessaires pour construire cette tour sont ce qu'on appellerait aujourd'hui les briques du savoir. En effet, la génération de la tour de Babel est une génération qui est arrivée à une certaine forme de connaissance. Une connaissance, non pas du pourquoi des choses, mais du comment des choses. On va dire qu'ils sont capables de rentrer dans une démarche dans laquelle on comprend un petit peu comment le monde, l'univers fonctionne. Et ils vont avoir justement ce langage commun qui disparaît après. On va dire que ce langage commun serait aujourd'hui appelé le langage de la science, c'est-à-dire un langage que l'on peut tous partager. Ce qui est très curieux, c'est que ce langage commun, qui va leur faire construire une tour, n'est là que pour éradiquer le divin de l'univers. Et lorsque vous éradiquez le divin de l'univers, quelque part vous exprimez le divin au même moment. C'est le prototype d'une civilisation qui, de par les connaissances qu'elle va avoir, désire à un moment de s'affranchir de ce que j'appellerais la question du sens. Pour eux, faire la guerre à Dieu, c'est donc quelque part dire Dieu, mais lui demander de rester là où il se trouve, c'est-à-dire de ne pas interagir avec notre existence. C'est un moment, une forme de répartition dans laquelle il y a une dimension qui nous dépasse, mais qui n'est là que pour pouvoir être une forme de réponse par rapport à une question existentielle, mais qui ne doit pas avoir d'incidence par rapport à notre existence à nous au quotidien. Et c'est là où, en effet, c'est un petit peu le début de la fin, lorsqu'en effet une société, de par son savoir, veut se débarrasser de la dimension impliquante que représente la conscience de son existence, évidemment, à ce moment-là, la société implose. Et avant de rentrer dans la problématique Internet, je crois qu'il serait quand même très intéressant de voir dans quel type de société émerge cet outil et quel est l'état d'esprit qui est présent dans les univers dans lesquels nous évoluons au quotidien et qui sont, pour beaucoup, à l'origine de l'utilisation qui va être faite de cet outil. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui est en quête de sens, si tant est qu'elle est en quête de sens, parce que son quotidien, parfois, l'empêche de se poser des questions sur la raison même de l'existence. Nous sommes dans une forme de rythme incroyable, dans lequel
les propositions de nous perdre, dans le plein sens du terme, sont présentes au quotidien. Et donc, à partir de cela, nous avons tendance à vouloir éradiquer la question de ce que représente véritablement la vie d'un individu sur Terre. Évidemment, un outil comme Internet, lorsqu'il arrive, va participer de cette possibilité à ne pas se reposer des questions fondamentales. Parce qu'il va occuper le terrain, il va occuper l'espace, il va occuper le temps, il va nous proposer d'être en permanence ceux qui reçoivent, ceux qui oublient à un moment d'être proactifs à l'intérieur de leur propre réflexion. Il est l'outil idéal pour pouvoir avoir l'illusion d'un quotidien rempli, alors qu'au fond, il est totalement vide. Et je crois que c'est très intéressant parce que l'émergence de cet outil est à mettre en corollaire avec ce qui a le plus de succès au niveau de cet outil. Et soyons très clairs, d'un côté l'univers de la pornographie qui est colossal dans ce domaine, de l'autre côté l'univers dans lequel on véhicule en permanence une information vraie ou fausse et qui est là et qui absorbe, est fort peu un outil qui nous permet de nous arrêter, de nous poser la question de notre propre réflexion à tous les niveaux. Vous le savez aujourd'hui, les logiciels qui permettent de pouvoir voir à quel moment il y a eu du plagiat sont de plus en plus nombreux, de plus en plus sophistiqués, car lorsque l'on est à la recherche de créer un document, une étude, une thèse, des commentaires, eh bien, nous avons la possibilité d'aller prendre un travail qui a été fait à droite et à gauche, de l'agréger avec d'autres, d'en recréer une nouveauté, de le présenter comme étant le fruit d'une réflexion, alors qu'au fond, il n'est que l'expression de la capacité de faire des copier-coller de manière plus ou moins habile. Je vais vous donner comme une anecdote qui est assez intéressante. Lorsqu'un de nos enfants passait son bac français, je lisais à un moment les commentaires de son prof. Et puis bon, le français, j'aime bien. Et puis j'ai encore quelques souvenirs d'orthographe aussi. Et puis les commentaires me semblaient quand même assez pauvres. Et puis j'y décelais de temps en temps des fautes d'orthographe. Nous sommes dans un lycée, l'éducation nationale. Hein. Et à un moment, j'ai eu une idée. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est surprenant. J'ai commencé à surfer. Et j'ai trouvé en effet où était l'origine de ces commentaires qui étaient des copier-coller, qui étaient pris sur des sites, qui eux-mêmes étaient fournis pour la plupart du temps par des élèves. C'est-à-dire que celui qui est censé apprendre aux élèves à réfléchir, lui-même a décidé de ne pas s'investir, de récupérer le travail de l'autre et de le proposer à un tiers. Et pour moi, cet événement était très symptomatique parce qu'il révèle au fond que même ceux qui sont censés produire le savoir, au bout d'un moment, ne chercheront plus à le faire, mais juste à exposer un savoir qui n'est pas le fruit de leur propre intelligence. On va rentrer bien sûr dans tout ce que ça veut dire au niveau de nos enfants et comment est-ce qu'on peut gérer aussi l'irruption d'Internet à l'intérieur de leur vie, de notre vie. Mais il me semble quand même important de nous mettre un tout petit peu en distance, de voir dans quel contexte émerge Internet et quelle est sa réalité au quotidien. Quelques chiffres très rapides. D'après vous, vous avez ici un smartphone, d'après vous, combien de fois par jour, en moyenne, nous allons rafraîchir celui-ci pour aller voir par exemple nos mails? Eh bien, la moyenne, c'est de 104 fois. Vous imaginez me voir descendre 104 fois par jour, aller voir ce qui se passe dans la boîte aux lettres? Je me fais interner tout de suite. C'est-à-dire ce besoin presque obsessionnel de savoir est-ce que j'ai reçu un message. Ces différentes alertes qui, dès le moment où elles sonnent, attirent immédiatement notre regard pour recevoir des messages qui, somme toute, n'ont pas véritablement d'importance, en tout cas dans l'immense majorité des cas. Et au bout d'un moment, eh bien, cet objet, pour reprendre l'univers du smartphone, et on va élargir par la suite sur l'univers d'Internet, va être un élément vis-à-vis duquel nous sommes en focal et qui nous empêche surtout de nous consacrer à d'autres choses. On parle aujourd'hui beaucoup d'addiction. Alors très récemment, j'ai eu le plaisir de faire une conférence à deux voix avec le professeur Michel Lejoyeux
qui est chef de service en addictologie à Paris, à Bichat, à Beaujon, et il partageait avec nous l'idée suivante, c'est que l'addiction commence dès le moment où l'intérêt que tu portes à une chose t'empêche de te consacrer à des choses qui sont importantes pour toi. Dès le moment où, en effet, ce qui serait important pour mon équilibre, prendre le temps de se voir, de parler, d'échanger, de se retrouver, de courir, de chanter, de rêver, dès le moment où ce temps n'existe plus, parce qu'il existe quelque chose d'autre qui s'est installé, nous sommes dans un phénomène d'addiction, parce que celui-ci nous empêche de nous tourner vers quelque chose qui est essentiel au niveau de l'équilibre. Nous sommes ici dans un lieu de culte, donc je ne vais pas le faire, mais j'aurais presque envie d'enlever ma kippa. C'est-à-dire, il est important de réaliser qu'on n'est pas ici dans une problématique de religion. On n'est pas ici dans un problème de c'est bien, c'est pas bien, l'interdit. On est dans une problématique dans laquelle l'enjeu, c'est la construction de l'être. La construction de l'individu, de quelqu'un qui saura comment véritablement avancer et se construire dans la vie. Si vous demandez à quelqu'un quel est au fond le premier problème que l'on rencontre avec Internet chez les enfants. Alors comme ça a été dit tout à l'heure, nos enfants sont nés avec Internet, ils sont nés avec les smartphones, ils savent parfaitement bien les gérer, ils ont des aptitudes à trouver toutes les ressources de ces objets alors que nous, la plupart du temps, on n'en exploite que 10%. Mais au fond, quel va être le premier problème? Est-ce que le problème va être celui des réseaux sociaux, avec tout ce qu'ils peuvent générer au niveau des fausses rencontres? Est-ce qu'il va être sur les films avec des images qui, qu'on le veuille ou pas, sont génératrices de trauma? Elles vont laisser des traces? Elles vont avoir un impact? Ou alors le problème est ailleurs? On va revenir sur les deux premiers, mais j'ai envie de m'arrêter sur ce qui me semble être le problème numéro 1 qui va créer une autre manière d'appréhender son quotidien à travers cet outil. Pour mieux le comprendre, je vais vous raconter quelque chose de très personnel. Hier soir, chez moi de la maison, il devait être à peu près 23h30, je voulais réserver un billet d'avion. Qu'est-ce que je fais? Je m'installe tranquillement. Je prends ma souris dans la main droite, je clique, et je commence à chercher. Très rapidement, je trouve des vols qui me correspondent. Je fais des petites recherches à droite à gauche, les meilleurs prix. Je continue à cliquer. Et puis à un moment, j'arrive à la phase la plus importante, celle dans laquelle je vais devoir sortir le sésame. Non, ça c'est ma carte SNCF, c'est pas grave. Le fameux sésame, la carte bleue. Et à ce moment-là, horreur. Horreur. Au moment où je veux rentrer mon chiffre, il y a un bandeau rouge qui s'affiche. Le site est en maintenance, revenez dans quelques instants. Et là, vous me voyez brusquement stressé. D'un seul coup, pas content. D'un seul coup, oh là là! Que se passe-t-il? Je suis dans une situation dans laquelle la notion de temps nécessaire entre mon désir et la réalisation de celui-ci est quasiment inexistante. Et je fais partie de la génération qui, pour prendre son billet de train, est descendue de chez elle, est partie à la gare, a fait la queue, a attendu d'avoir les horaires, et éventuellement reparti en arrière chercher une cabine téléphonique, pour appeler à la maison son épouse qui, comme par hasard à ce moment-là, on se demande pourquoi, est elle-même au téléphone avec sa meilleure copine, qui revient par la suite pour refaire la même queue, et qui, dans le meilleur des cas, a son chéquier sur lui pour pouvoir enfin payer ses fameux billets. TTC, ça m'a pris au moins 1 heure. Qu'est-ce que j'ai appris pendant cette heure? À réaliser qu'entre mon désir et la réalisation de celui-ci, il se passe du temps. Traduit dans un autre langage, j'ai appris à gérer mes frustrations. J'ai appris à accepter qu'entre le moment où je veux et le moment où j'ai, il y a du temps, et ce temps est un élément qui me construit en tant qu'individu, parce qu'une existence dans laquelle la réalité ne sera pas toujours celle que j'aurais voulu, c'est l'existence de tout à chacun. Qu'est-ce qui nous permet de construire? C'est lorsque, en effet, nous sommes capables de gérer la réalité d'une vie qui ne correspond pas à celle que nous avons imaginée. Lorsque nous sommes capables à un moment d'accepter
qu'entre nos désirs et la réalisation de ceux-ci, il n'y a pas juste du temps, mais il peut y avoir d'autres choses qui s'introduisent, et c'est avec cela qu'il va falloir composer, et c'est cela qui va faire de nous un être qui pourra se confronter aux problématiques de la vie de manière construite. L'enfant est habitué depuis son plus jeune âge à ne pas faire de distinction entre son désir et la réalisation de celui-ci. Ça commence lorsqu'il a 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il a faim, il faut le nourrir. Et généralement, en tant que parent, on est là. Il se sent mal, il a besoin de nos bras, on est là. Il se sent avec des coliques, il y a le ventre qui fait mal, on est tout de suite là, on intervient, on essaie de trouver ce qu'il a. Très tôt, l'enfant découvre qu'entre son désir et la réalisation de celui-ci, il y a une forme d'immédiateté. C'est normal, c'est sa fragilité. Et au bout d'un moment, nous allons, nous, en tant que parents, commencer à lui apprendre que ce n'est pas parce qu'il veut qu'il va avoir immédiatement. C'est là où, en effet, il se révolte. C'est là où, en effet, il pousse ses premiers cris, enfin, il en a déjà eu avant, mais c'est là où il est dans ses colères, parce que brusquement, son modèle n'est plus le même. Alors, vous allez dire, mais le pauvre chou, donnons-lui immédiatement ce qu'il veut. Regardez, il souffre. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans une réponse immédiate? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans cette réponse immédiate? Vous savez pourquoi? Parce que vous pensez déjà à son futur couple. Quel rapport? Parce que dans une histoire de couple, la réalité ne sera jamais celle qu'on aurait voulu immédiatement. Elle se construit. Aujourd'hui, de manière très intéressante, je constate à travers une des structures que je dirige qu'il y a une augmentation de plus en plus importante des ruptures au niveau des couples qui sont jeunes, fruit d'un système dans lequel, quand les choses ne sont pas comme je le voudrais, alors je me lève et je pars, je surfe ailleurs, je vais sur un autre site. Accepter cette notion du temps à l'intérieur d'une construction est quelque chose qui risque de ne pas être présente à l'intérieur de la vie de nos enfants. Ils ne sauront même plus ce que cela veut dire. Rapidité, vitesse, fibre optique, toujours plus vite, toujours plus accessible. Et si ce n'est pas présent à gauche, eh bien je vais aller à droite. Si ce n'est pas présent à droite, j'irai en arrière. J'irai ailleurs, mais je le trouverai, je l'aurai. Ce film, cette chanson. D'ailleurs, vous le voyez de manière très intéressante, quand les gens vous envoient un message et que vous ne répondez pas immédiatement, ça les stresse. Pourquoi tu ne me réponds pas? Parce que. Parce que quoi? Parce que. Depuis quand? Parce que ton désir est que je te réponde, je dois te répondre. Oui, dans une relation de couple, c'est normal. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire, à un moment, il y a cette forme d'impératif qui est présent et qui est un des éléments constitutifs de l'enfant. Il ne faut pas oublier que nos enfants sont en train de naître à l'intérieur d'un modèle de fonctionnement dans lequel la relation au temps ne sera plus du tout la même. La relation à la frustration commence à disparaître de plus en plus, et pour eux, ça ne sera même pas imaginable. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que pour eux, ils ne verront pas où est le problème. Ils ne verront pas où est le problème. Mais où est le problème? Donc notre responsabilité, nous, en tant qu'adultes, c'est pas de se dire il faut qu'ils aillent sur des sites qui sont bien, qui sont culturels, etc. D'abord, ils n'existent pas, enfin très peu. Mais de se dire, derrière cet outil, il y a un modèle de fonctionnement qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans les images que l'on appelle en psy-sidérantes, dans les contenus toxiques, dans la perte du temps, dans toutes ces choses-là qui, objectivement parlant, nous parlent à nous, avant de rentrer là-dedans, les gens s'arrêtent là-dessus, disent « j'ai mis des filtres ». Ah ben, j'espère bien d'abord. J'ai mis des filtres, bon, et donc, ah ben voilà. Mais non. Il a toujours le joujou, il a toujours accès au boîtier. Donc le problème essentiel, il est toujours là. Ça, c'est le premier problème. Ce premier problème, il est toujours là. Ce n'est pas parce que tu as éliminé de l'histoire de l'enfant les contenus toxiques et les images sidérantes que pour autant le concept même qu'introduit Internet dans leur vie a disparu. Je veux, j'ai, je veux, j'ai, je veux, j'ai, cette notion d'effort, de mouvement,
eh bien, n'est plus nécessaire, je ramène tout à moi, au shop. Je commande, ça vient à moi. Je choisis, ça vient à moi. La vraie question qui se pose, elle va être la suivante. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'un enfant passe en moyenne plus de 4 heures par jour sur des écrans. Il y a encore, là je suis en option basse. D'accord ? 4 heures par jour. Je ne vous compte plus les centaines, voire milliers de SMS qui partent. 4 heures par jour. Alors très bien, on organise une panne réseau. On serait super embêtés, nous les parents. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 4 heures avec eux ? C'est que nous-mêmes, nous nous sommes habitués à voir des éléments qui, au fond, occupent l'enfant et qui nous laissent la liberté à nous aussi de perdre notre temps par ailleurs. Imaginez rentrer à la maison avec des enfants qui, dans la voiture, n'ont pas de portable, qui rentrent à la maison, n'ont pas de portable, qui rentrent à la maison, n'ont pas d'accès à Internet et qui ne vont pas se coucher avant 8h30, 9h. On fait quoi avec eux ? On commence à vivre. On commence à vivre. On commence à leur fournir l'essentiel de ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire une parole parentale, une présence réelle et surtout un univers dans lequel l'échange passe à travers l'élément essentiel, c'est-à-dire le regard. Nos maîtres disent bien dans le Talmud, Eina Shunra de Liba, que les yeux sont liés au cœur. C'est-à-dire que l'essentiel du message ne passe pas nécessairement que par la parole. Vous le savez, de manière générale d'ailleurs, l'immense majorité d'un message passe à travers le non-verbal, mais il passe aussi à travers le regard. Je communique via quelque chose, donc à aucun moment je ne te regarde. À aucun moment je ne me confronte à toi. À aucun moment j'arrive à déceler à l'intérieur de ton regard ce que tu vis, ce que tu ressens, ce qui t'habite à ce moment-là de notre échange. Donc l'essentiel n'est pas là. Et après, ce qui est très curieux, c'est qu'on se dit, mais comment se fait-il qu'il y ait une difficulté dans la relation à l'enfant ? Mais l'essentiel de ce qui doit passer, nous n'avons pas pu le passer parce que c'était occupé par quelque chose d'autre. C'était occupé par quelque chose d'autre. Voilà un petit peu, en premier lieu, les premières problématiques. Et comme j'ai dit, Internet, c'est une réalité, on va pas le faire disparaître. Il y avait un article très intéressant dans Le Monde il y a un mois, si on peut encore aujourd'hui bloquer le portable dans les écoles. C'est-à-dire, aujourd'hui, le monde de l'éducation, le monde des psys, dans la grande majorité, se rendent compte qu'il y a un vrai problème avec les nouvelles technologies et la jeunesse. Vous ne pouvez pas supprimer un ado son téléphone, il a l'impression qu'il lui manque quelque chose, c'est plus qu'un doudou. Il faut qu'il l'ait. S'il ne l'a pas, il y a une forme de manque. Et pourtant, c'est là. Ça, ce sont déjà les premiers points. Les seconds points, ils sont beaucoup plus concrets, même si les premiers le sont aussi, mais ceux-là, c'est, on va dire, des dangers immédiats. On va d'abord entrer par le problème des contenus. Les contenus, sachez que 80% des ados aujourd'hui, en France, en tout cas, ont déjà vu des images pornographiques. Clairement. Arrêtons de nous dire pas de ça chez nous, c'est pas vrai. D'accord ? C'est bien clair. L'accès est extrêmement facile. Et le problème, c'est que, vous savez, tous les jours, on dit dans le texte du schéma la chose suivante, à propos des fameux tzitzit, n'est-ce pas, que l'on transporte sur soi. Le texte nous dit « Itemoto uzechartem » traduction, « Et vous les verrez et vous vous rappellerez ». Vous rappellerez des commandements. Mais il y a ici cette proximité des deux termes qui nous renvoie à une notion qui est claire. Ce que je vois, je m'en rappelle. Les images laissent des traces. Elles ne disparaissent pas du jour au lendemain. Et qu'on le veuille ou pas, elles laissent à travers ces traces une certaine vision des choses autour desquelles, par la suite, ces adolescents devenus adultes organiseront cette vie d'adulte. Je vais être un petit peu brut de décoffrage, j'en suis désolé, mais aujourd'hui, les pratiques dans l'univers de l'intime au niveau des adolescents correspondent exactement à ce qu'ils voient. C'est-à-dire, on est dans quelque chose dans lequel l'univers de l'intime n'est qu'un univers d'animalité, dans lequel c'est la performance qui est la plus importante, et le reste n'est qu'un point de détail.
Ce sont les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Alors bien sûr, on va dire, non, mais non, chez nous, sûrement pas. On ne va pas se la raconter. C'est inexact. C'est inexact. Donc on a ici aussi un problème ultra concret. Nous avons, après, l'univers des réseaux sociaux. L'univers des réseaux sociaux, avec toutes leurs dimensions totalement perverties, puisque le monde de l'univers social est le monde dans lequel vous pouvez faire véhiculer une idée quelle qu'elle soit, même si elle est totalement fausse, mais c'est un petit peu comme à l'époque vu à la télé, si c'est dit, c'est que c'est sans doute vrai, et à partir de cela, ça peut causer des ravages. Je vous racontais une anecdote qui m'est arrivée très récemment, c'était tellement amusant. Au moment des élections, quelqu'un donc m'a envoyé sur un groupe WhatsApp l'opinion de certains rabbins disant qu'il fallait voter pour un candidat A. Super, très bien, il envoie ce qu'il veut. Et puis, quelques instants après, je reçois donc un message « Pour qui faut-il voter ?» Et une minute après, je reçois un autre message d'un rabbin autre qui dit qu'il faut voter pour le candidat B. Donc moi, bien sûr, qu'est-ce que je fais? J'envoie aux personnes sur le second message qui est arrivé après le premier en disant comme vous voyez, il y a le rabbin X qui dit qu'il faut voter B. D'accord? Très bien. Après, les gens me demandent pour qui, hein, d'accord, ils me redemandent, et dans la suite de la conversation, je dis écoutez, vous êtes des grands garçons, vous choisissez, vous êtes des grandes personnes, choisissez pour qui vous voulez. Sur un autre message, je leur explique de toute façon, ce qu'ont dit les rabbins et ce qu'on leur a fait dire, c'est déjà un autre univers. Point la ligne. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Hein. Et puis, quelques heures après, tonnes de messages sur des réseaux sociaux que le mail a dit qu'il fallait voter, comment c'est possible, etc. Il a dit qu'il fallait voter telle personne, etc. Moi, je dis, c'est intéressant, donc on est en train de faire dire des choses. Et puis, je demande à voir, et puis en effet, il y a quelqu'un qui a fait un copier-coller d'un des messages, dans lequel je disais, pour information, c'est-à-dire, mais qui revenait en réponse au premier message, c'est-à-dire, vous m'avez dit qu'il y a des rabbins qui ont dit B, A, mais pour information, il y a d'autres rabbins qui disent B. Donc, en deux mots, rabbin contre rabbin, tu fais quoi? Et donc, la personne prend ce message, le sort du contexte, et dit, c'est ce que je dis. Bon, j'ai fait une petite mise au point extrêmement rapide, et puis dit, pour les gens qui sont intéressés, même si je n'ai pas vraiment besoin de me justifier, je peux regarder les autres messages. Mais c'était très intéressant de voir la capacité que les gens ont eue de ne pas se poser la question. Un, de la véracité du message, pour une raison très simple. Demain, j'enregistre le numéro de téléphone de mon ami, d'accord, dans mon téléphone, et je mets comme nom le nom de quelqu'un d'autre. Quand je publie un message, je vois son nom. Non, je vois le nom de l'autre. Personne ne sait que derrière le nom de l'autre, en réalité, il y a son numéro de téléphone. Donc je peux faire dire ce que je veux à n'importe qui. C'est d'une facilité déconcertante. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des techniques pour pouvoir envoyer un mail en votre nom. Et qui provient, si on n'est pas capable de le déceler, de quelque chose qui s'apparente à votre boîte mail. C'est-à-dire, vous pouvez voir votre adresse mail qui a envoyé un message à X. Cette idée qu'à un moment, tout ce qui circule n'est pas nécessairement vrai n'effleure plus personne. Et plus encore quand ces messages vont dans le sens de ce qui tire vers le bas et non pas de ce qui tire vers le haut. Au fond, nous sommes dans une génération qui n'a strictement rien compris et qui est toujours, pardonnez-moi, ça fait un peu d'honneur de leçon, mais c'est pas grave, j'assume, et qui quelque part est toujours à l'affût de tout ce qui pourra construire un regard négatif sur le tiers. Et les réseaux sociaux vont être utilisés en bonne partie pour cela. C'est-à-dire pour véhiculer à un moment une parole qui n'est pas là pour faire grandir, mais qui est là pour tirer vers le bas. Avec cette absence de distance, d'analyse et de réflexion. Quelqu'un va dire, mais on m'a dit que j'ai même vu le message, et alors? Il m'arrive d'avoir des personnes qui viennent me voir et qui me racontent quelque chose, dans une problématique relationnelle avec X, Y, Z. Je dis d'accord. Donc si ce que vous dites est vrai, alors, je me dis, attendez, ça veut dire, c'est pas parce que vous l'avez dit que c'est vrai. Vous débarquez, vous me dites, ben voilà, moi je vais vous dire ça. Ah super, d'où je sais que c'est vrai. Parce que vous me le dites, et donc, et donc, et donc. Et cette idée-là, elle a disparu
Et a fortiori, lorsque c'est présenté, c'est posé, etc., évidemment que ça ne peut être que vrai, avec les retentissements dramatiques que ça peut avoir dans tous les domaines. Aujourd'hui, quand même, on en est à quelques suicides adolescents. Suite à du harcèlement sur les réseaux sociaux. X aime Y. Ou elle l'a plaqué. Ou il a, que sais-je, n'importe quoi. Les gens ne sont pas toujours équipés pour pouvoir gérer ça, surtout des adolescents. Il y a eu des passages à l'acte, et pas qu'une fois. Et nous, on est là, on dit, mais non, c'est pas un problème. Mais si, c'est un problème. Qu'est-ce qu'une vie dans laquelle tu as des amis et des gens qui t'aiment? Et parmi tes amis, tu as des gens qui ne sont pas ceux qui t'aiment, et parmi ceux qui t'aiment, tu as des gens qui ne sont pas tes amis. C'est un petit peu ça qu'on retrouve. Qu'est-ce qu'une vie dans laquelle je suis incapable de m'arrêter, de prendre le temps pour être avec quelqu'un, je suis en permanence en parallèle avec plusieurs personnes? Est-ce que véritablement je sais ce que ça veut dire m'investir dans une relation? Qu'est-ce qu'une vie dans laquelle j'ai besoin d'exhiber ce qui s'est passé pendant mes vacances pour brusquement me faire exister dans un système? Vous n'êtes pas traumatisé, vous, de ne pas avoir vu mes photos de vacances? Ça vous angoisse pas, non? Vous vous sentez pas mal? J'ose espérer que non. Alors pourquoi j'ai besoin de vous les montrer? Pourquoi j'ai besoin de vous les montrer? Pourquoi j'ai besoin de vous montrer la photo que j'ai prise de moi-même en train de prendre un jus d'orange à l'aéroport avant de prendre mon avion pour New York? Qu'est-ce que ça va vous rapporter de plus dans la vie? Rien. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi de plus? L'illusion d'exister, parce que plusieurs personnes m'ont vu en train de prendre un jus d'orange. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Et quand nous, les adultes, on fonctionne de cette manière, nos enfants regardent ça et pensent que c'est normal. Est-ce que véritablement, ça, c'est toi? Depuis quand on a besoin de partager des tranches de vie avec le tiers? À quoi cela sert? Oui, envoyer les photos des petits-enfants aux grands-parents ou des cousins, cousines, bien sûr. On a une poste plus rapide. Utilisons-la. Mais ce n'est qu'un outil technique pour faire des choses que de toute façon nous aurions fait si nous étions dans un autre cadre. Derrière cela, c'est la perversion de l'image, la perte de notre identité et le besoin de se faire exister à travers le regard du tiers. Donc, incapacité de vivre avec soi-même. Lorsque vous êtes construit dans votre propre vie, vous n'avez pas besoin que les autres vous voient pour vous savoir exister parce que vous savez que vous existez. Et le problème, c'est ce qui va se passer au niveau de nos enfants dans le futur. Vous savez, c'est très intéressant, mais les gens disaient, il y a quelques bonnes années, il faut en effet être dans un univers dans lequel les jeunes doivent être ouverts à tout, pas se marier trop vite, prendre le temps de faire des rencontres multiples et variées, etc. Vous allez... Superbe. C'est intéressant comme théorie. Aujourd'hui, regardez la difficulté qu'ils ont à s'engager. Regardez la difficulté qu'ils ont à s'engager. Pourtant, ça devrait se passer superbement bien. Ils ont des expériences multiples et variées. Ils ont appris à évaluer, à jauger, à jeter, à récupérer. Donc, ils devraient être construits. Ils ne le sont pas. Non seulement ils ne sont pas construits dans ce domaine, mais en plus, ils sont devenus lâches. La lâcheté du SMS dans lequel on envoie à l'autre le message, ça ne va plus entre nous, je te quitte. Tu n'es pas capable de te confronter à moi. Pourquoi c'est via quelque chose? Viens, on va se voir. Viens, on va se parler. Viens, on a des choses à se dire. Parce qu'en face à face, il y a une réalité autre qui s'inscrit. Parce qu'il y a deux êtres humains. Là, ce ne sont que des caractères qui s'alignent les uns derrière les autres. Le problème de ces messages, qui peuvent être totalement interprétés. Si je vous envoie un message par SMS en disant « je pense à vous », ça ne veut rien dire. Parce que je pense à vous, ça peut être « ah, j'ai pensé à vous » ou « je pense à vous ». C'est pas la même chose. Hein. C'est le « je t'aime » qu'on dit à son copain et le « je t'aime » qu'on dit à son conjoint. C'est pas le même, pourtant c'est les mêmes lettres. Mais l'intonation de la voix, le regard et tout le reste n'a pas du tout le même sens. Aujourd'hui, comment vais-je interpréter le message? Comment vais-je le comprendre? Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle est la signification du mot que tu es en train d'envoyer? Quelle est la signification de cette phrase? Dans ton langage et dans mon langage. C'est-à-dire qu'on est en train de brouiller totalement les systèmes pour qu'une communication réelle se mette en place. C'est même plus rendez-vous dans 10 ans, c'est rendez-vous dans 5 ans, dans 3 ans, dans 2 ans.
La capacité de bien gérer les réseaux sociaux peuvent faire monter quelqu'un en épingle, parce que tout simplement, il a su exposer les dimensions belles de lui, qui vont capter les autres, alors que l'essentiel même de sa personne n'est pas connu. Et nous, on est là et on avance. Et c'est vrai qu'au fond, globalement, why not? La question, elle est de savoir, elle est où ma responsabilité par rapport à la construction de mon histoire, par rapport à la construction de l'histoire de nos enfants. Concrètement, comment est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que concrètement, comment est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, il faut prendre la mesure. Je me rappelle, il y a quelques bonnes années, on donnait déjà des conférences sur ce thème. Et les gens nous regardaient avec un œil amusé en nous voyant comme étant ces ultra-orthodoxes fanatiques, réfractaires à toute forme de progrès, et qui voulaient surtout rester dans leur précaré, dans leur ghetto. Why not? Vous avez le droit de le dire. Évidemment, on peut tout simplement dire que cette parole n'est là que parce que tout simplement, elle cherche à nous ghettoiser. Au contraire. Vous ne pouvez pas vous ouvrir au monde si vous n'êtes pas d'abord construit pour vous ouvrir au monde. Sinon, vous restez toujours dans le même univers. Regardez, c'est les ados d'aujourd'hui, incapables de se confronter à la différence. Incapables de se confronter à celui qui pense et qui fonctionne différemment qu'eux. Ayant besoin en permanence de suivre le groupe. Et regardez aujourd'hui comment s'organise une sortie. T'y vas. Bon alors comme ils y vont, j'y vais. Si t'as pas ça, tu veux, oui ou non? Oui, go, j'y vais. Il y aura 3 personnes, il y en aura 5, il y en aura 20, c'est pas grave, j'ai pris la décision, je l'assume. Là, qu'est-ce que fait l'autre pour que je décide de faire la même chose? Et c'est intéressant parce que tout devient la dernière minute. Tu sais ce que ça veut dire un engagement? Ça ne nous dérange pas de planter l'autre. Pourquoi? Parce qu'on peut lui dire 5 minutes avant le début de l'histoire, désolé, je ne peux pas venir. Parce que tu lui envoies un petit message. Et donc comme tu lui envoies un petit message, pour toi, tu es quitte. Mais en 2 mots, tu n'as pas tenu ta parole. Tu es quelqu'un de pas crédible. Tu es quelqu'un qui a dit quelque chose et qui maintenant brusquement change la vie. Et le fait d'être capable de te le dire en temps réel, pour toi, est amplement suffisant. Si on a une exigence par rapport à soi-même, on se refuse de fonctionner de cette manière. Sinon, en effet, vogue la galère. Ça, c'est un problème de choix. J'ai eu d'ailleurs des parents qui m'ont dit « Et au fond, c'est quoi le problème que nos ados regardent tout et n'importe quoi? C'est pas grave, ça passera. » T'as raison. T'as raison. T'as raison. Tu as raison. Au fond, c'est quoi le problème qu'ils fument un peu de shit? Ça les détend. T'as raison. Dans un monde dans lequel la notion de limite n'existe plus, parce que les installer, c'est se poser la question de ses propres limites à soi, eh bien, c'est un outil merveilleux pour justement franchir toutes les limites. C'est un choix de vie. C'est un choix de regard. C'est un choix de réflexion pour savoir ce qu'est l'humain. Ici, j'ai envie de partager avec vous la vision qu'a la Torah des choses. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir les incidences que cela a au niveau purement psy, au niveau des jeunes, et au niveau de tout ce que ça peut générer dans leur quotidien. Donc, c'est pour ça que les gens commencent à être un peu attentifs. Alors, par quoi on commence? Comment est-ce qu'on fait face à cet outil? Tout d'abord, en tant que parent, je ne vais pas vous le dire, vous le savez, mais je vais le redire quand même si c'est de l'évidence, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'exemplarité. La perception que l'enfant aura d'une chose sera déterminée par la relation que j'ai vis-à-vis de celle-ci. L'enfant observe et il voit comment je fonctionne et la perception qu'il a de cette chose, elle sera fonction de la manière dont moi je fonctionne vis-à-vis de cette chose-là. Qu'est-ce que représentent véritablement pour nous aujourd'hui ces outils? Des outils ou pas? Vous voyez que j'ai dans ma main gauche un smartphone, c'est le mien. J'en avais pas pendant très longtemps. Et puis un jour, un garçon me l'a offert. D'accord? Bon, très bien. Et donc je l'ai regardé. J'ai cet outil, il est très sympathique. Donc je peux consulter mes mails. Et puis après, on m'a parlé d'application. J'ai dit, j'ai besoin de quoi? De quoi j'ai besoin? Alors la première chose, j'ai repéré une fonction qui est limite les contenus borderline. Donc, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, en tout cas je l'ai trouvé. J'ai donné mon smartphone à mon épouse et je lui ai dit, tu vois là, j'ai appuyé sur tel et tel bouton pour dire qu'il y a plein de contenus qui ne m'intéressent pas. Tu vas mettre un code et c'est toi qui le connais, point à la ligne. Donc déjà comme ça le problème est réglé. Ah, vous allez me dire, mais quand même. Non, je suis désolé. Je me protège de moi-même. Et même si je pense que je n'ai pas besoin de le faire,
Comment je pourrais attendre de quelqu'un d'autre qui le fasse si je ne suis pas capable de le faire pour moi? Donc ça, c'est le numéro 1. Préface, prémisse. Deuxième chose, chérie, tu sais, le code de mon téléphone, c'est ça et ça. Évidemment que mon conjoint se doit de connaître le code de mon téléphone. Pourquoi? Parce que c'est un objet utilitaire. De la même manière qu'on connaîtrait le code de la voiture avant de pouvoir démarrer. Pourquoi il y aurait un problème à s'échanger de téléphone? C'est quoi le problème? Bon, tu es ministre de la Défense, je comprends qu'il y a des secrets. Tu es rabbin urgentiste, éventuellement, et encore. Enfin, ça n'existe pas, quoi. Tu as accès, j'ai accès. Votre boîte mail, bah tiens, elle est ouverte, vas-y, enfin, je sais pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Donc déjà ça, crée cet état d'esprit, que la notion du code, elle est là pour pas que le bonhomme que je connais pas aille sur ma boîte à lettres et rentre dans un endroit dans lequel j'ai payé, éventuellement récupère des... que sais-je. Mais sinon, au niveau de l'univers familial, déjà, créer cet état d'esprit. C'est qu'il n'y a pas un univers qui m'est exclusivement réservé auquel l'autre ne peut pas avoir accès. Moi, par exemple, j'ai un compte Facebook sur lequel j'ai à peu près une fois toutes les 3 semaines. Donc ce sont mes collaborateurs qui me l'ont créé parce que c'est un excellent outil de communication. La seule chose qu'ils ne regardent jamais, c'est les messages. C'est-à-dire, c'est eux qui l'ouvrent, etc. Il y a les messages, d'ailleurs quand j'ouvre et que je vois des messages, ils sont toujours, je crois, en noir foncé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été ouverts parce qu'ils savent que les messages, c'est des gens qui vont m'envoyer des questions et parfois des problématiques un peu complexes. C'est tout. Mais une fois qu'ils sont ouverts, ils peuvent les regarder ou pas les regarder. J'en saurai rien et ce n'est pas mon problème. Si, en effet, je pense que ce sont des messages qu'ils ne peuvent pas regarder parce qu'ils touchent des sujets qui sont sur des questions très précises, alors je vais les enlever, point la ligne. C'est-à-dire, c'est déjà cet état d'esprit. Première chose. Que ça soit du domaine de l'évidence. On a un filtre, mais évidemment qu'on a un filtre. Un jour, dans un autre contexte, un de mes garçons est venu et m'a dit « Ouais, pourquoi tu ne me fais pas confiance ?» C'est pas du tout pour ça, hein, parce qu'à la maison, ils n'ont jamais eu de portable. Donc, le problème était réglé, il n'y a pas de portable. Ils n'en ont pas. Je lui ai dit « Non, toi, je te fais confiance. » À toi, je te fais confiance, bien sûr. Mais il y en a un qui ne fait pas confiance. C'est à ton Yetzerara. Traduction à ce qui te pousse à aller vers ce qui peut mieux faire. C'est pourquoi je ne fais pas confiance? Pour une raison très simple. J'ai le même. J'ai le même. J'ai le même. Alors peut-être pas dans le même domaine, peut-être pas avec la même intensité. Attends, moi j'aurai 15 ans, vous me donnez cet objet non filtré. Mais attendez, vous savez où vous allez me retrouver en 15 secondes. Les hormones qui bouillonnent. Vous croyez que j'allais voir Tintin et puis oui. Évidemment que la Gemara nous dit, nos maîtres du Talmud nous disent, il y a un homme qui prend son fils, il lui fait prendre une bonne douche, il lui met des superbes habits, il lui donne de l'argent, il le fait super beau gosse, et il l'amène à Saint-Tropez, enfin c'est pas le Talmud qui s'en va, il l'amène dans une rue ambiance, vous voyez ce que je veux dire? Ma yaase haben shelo yecheta. Qu'est-ce que tu veux que fasse l'enfant? Qu'il ne faute pas? Mais attends, mais tu le mets dans une situation impossible. Soyons sympas avec nos gosses. Aimons-les. On leur met un bâton de dynamite. Tu dis à quelqu'un qui a décidé de faire Weight Watchers, voilà, je te fais travailler pendant 15 jours chez le nôtre dans la section pâtisserie, chocolaterie et t'es seul. Allez voir. Attends. C'est une tuerie un truc pareil. Tu peux pas. Tu peux pas, c'est pas possible. Donc déjà on a ici un outil. Et c'est pas genre arrêter d'avoir... C'est normal. Et si c'est pas ça, c'est voir des films, encore des films, et encore des trucs, alors des jeux, etc. C'est normal. C'est tellement attractif. Attendez. C'est pas le rabbin qui me contredira. On a ici du mouvement, des trucs, etc. Et qu'est-ce que le rabbin il propose à la synagogue? Du noir et blanc sur du papier. Le combat, il est illégal. C'est super compliqué. On leur propose, parfois on met un peu de couleur, mais sinon on leur met, voilà, on leur donne. C'est de l'anime, c'est de l'ambiance, c'est des trucs. En plus, ça répond à... et tu leur dis, non, attends, ça se fait pas. Donc ça, c'est déjà de l'ultra concret, mais il faut que cet état d'esprit soit présent. Ce qui se joue à la maison, c'est un état d'esprit, c'est une ambiance. Deuxièmement, c'est un outil.
Comme tous les outils, il est utilisé au moment où on en a besoin. Imaginez que j'ai besoin d'enfoncer des clous de temps à autre et que vous me voyez toute la journée me balader avec un marteau. Vous allez dire, il est à l'image de son objet lui-même, marteau. Pourquoi tu te promènes avec ton marteau? Tu vas en avoir besoin dans un quart d'heure. Non, des fois que peut-être il y a un clou qui apparaisse et tac! Ça va mon frère, détends-toi. Pourquoi tu en as besoin? Pour échanger avec tes copains? On est d'accord que 1 heure par soir, ça suffit. Donc entre 7 et 8, tu as l'outil. À partir de 8, c'est terminé. Alors le gosse, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va hurler, c'est normal, il fait son job. Et nous, on va faire notre job de parent. Vous savez pourquoi on va le faire notre job? Pour une raison très simple. C'est comme le parent, et je te donne cet exemple, je pense quasiment chaque fois. C'est comme le parent qui est dans le supermarché avec le gosse qui hurle parce qu'il veut une barre au chocolat. Et le parent résiste et ne lui donne pas. Et les gens regardent le parent et disent, mais attendez, pour une barre de chocolat de 2 €, on la paye. Et la mère qui dit, même pas en rêve. Et le 2 €, moi je peux vous acheter le magasin si vous voulez. C'est pourquoi je ne lui donne pas? Parce qu'il y a peut-être de l'arachide. Et cet enfant est peut-être allergique à l'arachide. Et je ne veux pas qu'il me fasse un œdème de coinque. La conscience que l'on a de la dimension impliquante des choses nous donne la force de résister et de tenir bon. Il ne faut pas voir le résultat pour réaliser qu'au fond, c'est au début qu'on aurait dû faire attention. J'ai tellement au quotidien, 2, 3, 4, et je ne me la joue pas. Je sais me la jouer, très bien. Appel de parents, mon fils là, encore là tout à l'heure, 15 ans, ça part dans tous les sens. Attendez, le gamin, piquer la carte bleue sur Internet, machin, falsifié, fait livrer là, récupérer le matériel pour le vendre à d'autres. Attendez, mais qui lui a donné l'outil? Qui n'a pas contrôlé l'outil? C'est nous ou c'est lui? Pendant qu'ils disent, mais attendez, sans arrêt sur son smartphone, qui paye l'abonnement? C'est toi ou c'est lui? La conscience que l'on a de la dimension impliquante des choses doit nous donner cette force. On leur rend service. Il faut qu'ils le comprennent. On te rend service. On peut le faire. Je passerai aux questions tout à l'heure. On leur rend service. Non, il n'y a pas de problème, il y aura une partie question, mais je préfère juste terminer, c'est tout. On leur rend service. On leur rend service. Évidemment que l'exemplarité, elle est la même. C'est un outil. Vous prenez la voiture. Vous êtes avec vos enfants ou avec votre conjoint. Moi, j'imagine, justement, je vais parler à mon cher ami, j'imagine, tu vois une situation pareille dans laquelle, ah, au fait, comment allez-vous, chère madame, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Lui, il me regarde, il me dit, il est devenu dingue. Il me parlait d'un seul coup, non seulement il ne me parle pas, il parle à quelqu'un d'autre. Mais quand ça arrive via ça, c'est normal. C'est embêtant. Au moins, donne une notice explicative. Je dois juste vérifier. Tout à l'heure, j'étais avec quelqu'un, il y a eu le téléphone qui a sonné. Je savais que c'était un de mes fils qui appelait d'Israël. J'ai dit, je suis désolé, ça c'est mon fils, je prends. Il y en a une qui a toujours priorité, c'est mon épouse. Quel que soit l'endroit. Et ça, je le dis. Je suis désolé, c'est mon épouse, point. Elle a priorité. Mais en dehors de ça, si l'enfant voit que c'est chaque fois les autres qui ont la possibilité qu'on s'intéresse à eux et qu'on le mette de côté, au bout d'un moment, il va considérer qu'en effet, il a le droit de faire la même chose, voire même, au fond, il n'est pas si important que ça. Vous êtes à table. Il y a Mary Poppins qui débarque. C'est quoi cette histoire? Parce que quelqu'un arrive au téléphone, brusquement, l'histoire du repas, il n'est plus le même. On n'est pas... Alors oui, tu attends un coup de téléphone important. Tu as besoin. Tu dois vérifier si ce n'est pas des urgences. Parce que parfois, il y a des vraies urgences. Tu peux dire, je suis désolé si ça sonne, je vérifie juste si ce n'est pas une urgence. Parce qu'il y a parfois des vraies urgences. Allô, bonjour, est-ce que c'est urgent? Non, désolé, rappelez-moi dans une demi-heure. À la limite, c'est jouable. Imaginez un médecin urgentiste. Peut-être qu'on l'appelle. Un RAF, parfois, il peut être appelé pour des raisons malheureusement lourdes et dramatiques. Donc, je vérifie juste que ce n'est pas pour ça. Point. C'est pas pour ça. Qui a priorité, c'est toi. Pourquoi ça serait les autres? Pourquoi ça serait les autres? Ça, c'est quelque chose, c'est une discipline, j'en parle. Je sais ô combien c'est difficile et je me parle à moi-même. Mais c'est une règle qu'il faut se poser à un moment. On doit être obligé, et cette idée qu'on doit être joignable en permanence, on doit pouvoir répondre quand l'autre le désire. Non. Vous savez que c'est très intéressant parce que j'ai reçu des messages parfois d'insultes de personnes parce que je n'avais pas répondu. Et ce qui était très intéressant, je leur ai dit, vous aviez 2 options. C'est penser que je ne voulais pas vous répondre. Je lui ai dit, est-ce que vous n'en avez pas une deuxième?
soit que votre message a été effacé au moment où je l'écoutais, ce qui arrive, avec les téléphones tactiles souvent, enfin pas souvent mais ça arrive, soit que tout simplement il n'est pas arrivé. Il m'arrive parfois de recevoir 2 semaines après des messages par les mystères de la technologie, soit je n'étais pas là, soit mon téléphone était cassé. Que sais-je, il y a tellement d'options. Je ne peux pas suivre, c'est pas normal, c'est pas possible. On arrive par la suite à ce genre de situation. Donc déjà, ça c'est cette première règle. Idem au niveau de l'Internet. Nos enfants ne doivent pas avoir Internet dans leur chambre. Point. Et si, à un moment, ils sont en terminale, ils ont besoin de faire des recherches, eh bien, leur dire que nous avons installé et l'installer sur Internet quelque chose qui nous permet de voir tout ce qui a été consulté. Qu'ils le sachent. C'est ce qu'on a installé à la maison. Ce qu'on a à la maison. La maison, je travaille aussi à la maison. Il y a un ordinateur dans une chambre. Ils y vont quasiment jamais parce qu'il n'y en a plus qu'une à la maison, mais voilà. Tout le monde sait que voilà, point. Et pas pour des trucs, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que j'ai pensé de l'autre, ou qu'est-ce que l'autre va penser de moi quand il va réaliser que je suis resté pendant 3 heures sur un jeu vidéo. 3 heures de ma vie. 3 heures. C'est un peu dommage, quoi. Donc déjà, cet accès libre. Troisième chose, réintroduire chez nos enfants l'univers de l'activité physique et de la création et de la créativité. Alors j'ai vu des gens qui arrivent au niveau technique à répondre à Internet, à répondre au téléphone, même lorsqu'ils font des chalotes. Tu mets ton oreillette et tu peux. Mais les chalotes, c'est quoi? C'est un moment dans lequel tu crées. Un moment dans lequel tu es concentré sur quelque chose que tu fais émerger. Mets de côté l'autre univers et du plaisir à être créateur de quelque chose. Ça a l'air d'être tout bête, mais nos enfants n'ont quasiment plus cela dans leur vie. Vous voulez que vos enfants ne soient pas en permanence derrière un ordinateur? Faites des gâteaux avec eux. Prenez de la farine, prenez des œufs, prenez du sel, prenez du chocolat, 200 grammes de chocolat. Non, je vais pas vous donner la farine, la recette. Faites-leur créer. Montrez qu'ils sont capables de faire des choses. Faites-les découvrir d'autres plaisirs qu'ils ignorent. Le plaisir d'aider, le plaisir de découvrir, le plaisir de se promener. On sort, on se promène, on laisse les téléphones à la maison. Papa ou maman éventuellement a son téléphone dans la poche, au cas où éventuellement, et encore, point, c'est comme ça, c'est la règle. On part en voyage, les téléphones et les tablettes sont rangés dans une valise ou là où vous voulez. On est ensemble, on va parler, on va chanter, on va se disputer ensemble. C'est pas grave. Mais il se passera quelque chose. C'est quoi les souvenirs que les enfants vont avoir? L'autre jour, je voyais une bande de jeunes de 12-13 ans qui arrivent chez un copain. Ils sont 4 ou 5, ils s'installent tous en rond d'oignon et chacun en train de faire son truc. Je ne parle même pas des couples qui sont au restaurant, chacun en train de consulter son portable. Alors tu es là pourquoi? Cet univers de règles, il est du domaine de l'évidence, c'est ce que je vous dis, évidemment que tout le monde aurait pu le dire lui-même. Mais on le met en place quand on prend la mesure de l'enjeu qui se situe à l'intérieur de cette histoire. Quand on prend la mesure de l'enjeu qui se situe à travers cette histoire. Au-delà de ça, tous les enseignants vous le diront, aujourd'hui les capacités de concentration des enfants sont de moins en moins développées. Parce que tout simplement s'arrêter, prendre le temps et réfléchir n'est pas quelque chose qu'on leur propose de faire. Oui, il y aura toujours des jeux sur Internet dans l'ordre lequel on leur demande, c'est vrai. Mais ce n'est pas véritablement vers ça qu'ils vont aller. Ils vont aller vers des jeux de rapidité, vers des jeux de course, vers des jeux de combat, vers toutes ces choses-là. C'est ça qui va les intéresser. Autre point, avant de passer, si vous le voulez, aux questions, c'est l'univers donc des réseaux sociaux. Alors, quand on rentre dans l'univers des réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? On a ici la création d'une identité. La création d'une identité, c'est-à-dire la possibilité à un moment de se donner l'illusion d'être quelque chose que l'on n'est pas réellement. D'ailleurs, vous le voyez de manière très intéressante, suivant le style de personne, on verra sur la photo le visage, le corps, le visage de face, de profil, le corps en jeans,
la musculature bien exposée ou d'autres choses, etc. C'est-à-dire, je vais faire en telle sorte que le regard soit capté par une dimension de moi qui me plaît et dont j'espère qu'elle plaira aux autres. Et pour cela, je vais me poser la question de savoir comment mon image va-t-elle réussir à plaire. Parce que ça va être le premier point. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre pour qu'à un moment, je sois visible? Et vous avez des choses qui sont parfois amusantes, surprenantes. Puisque vous vous rendez bien compte que certaines images ne correspondent pas du tout à la réalité de la personne que vous voyez en face, mais que quelque part, elles ont réussi à capter un regard. Une fois qu'on est sur un réseau social, qu'est-ce qu'on y fait? À quoi il me sert? Moi, je me pose toujours une question. Quand je fais une chose, pourquoi j'ai besoin de la faire? Et qu'est-ce qui me manquerait si je ne la faisais pas? Voilà. Donc, je vais sur un réseau social, sur un groupe WhatsApp, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est censé me donner que je n'ai pas? Qu'est-ce que c'est censé me rajouter? Première question. Et qu'est-ce qui se passerait dans ma vie si je n'y étais pas? Chacun d'entre nous répond par rapport à lui-même. Alors, les personnes, mais je me sens beaucoup moins seul maintenant. C'est-à-dire que c'est un système qui a été là pour créer une illusion relationnelle, au lieu, parce que tu te sens seul, descendre, te bouger et aller à la rencontre d'individus dans le monde du réel. Depuis quand on n'a pas pris le temps de s'asseoir et de prendre et de lire un vrai livre? Un livre intéressant, un livre qui éveille à des réflexions, un livre qui nous fait découvrir de nouvelles choses. On n'a plus vraiment besoin de le faire. Pourquoi? Parce qu'on va être occupé. Alors vous allez dire que nous, à la limite, le monde adulte, allez, c'est bon, on est censé être déjà construit. Mais nos enfants ne seront plus habitués à savoir c'est quoi une relation, c'est quoi s'investir, prendre le temps pour pouvoir créer une relation construite avec l'autre. C'est-à-dire, mais ça y est, maintenant, ils sont sur les réseaux sociaux. On remet la règle de tout à l'heure. Vous devez avoir accès. Vous devez avoir accès. Même si vous n'irez pas, mais l'enfant doit savoir et l'adolescent doit savoir que la notion de c'est mon jardin secret, tu ne vas pas y voir, ça n'existe pas. Je n'irai pas voir, mais ce n'est pas quelque chose auquel je ne peux pas avoir accès. Ne serait-ce que ça, c'est déjà énorme. Après, au niveau des groupes WhatsApp, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De manière générale, ils ne servent pas à grand-chose, sauf à diffuser de l'information. Moi, j'ai un groupe qui s'appelle Shiurim de Rav Lemel. Chaque fois que j'ai un cours, il est enregistré, je l'envoie, parce que des personnes ont envie d'écouter des cours. Point à la ligne. Je trouve que c'est un outil intéressant pour des personnes qui, en effet, voudraient écouter des cours qui ne peuvent pas le faire parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Point. En dehors de ça, comme les enfants sont un petit peu partout dans le monde, donc il y a un groupe famille, et dans lequel on s'envoie des nouvelles de temps à autre, comme ça tout le monde apprend les nouvelles en temps réel. On s'est rendu compte qu'en effet, il fallait réinvestir le temps dans lequel on s'appelle. Ça, c'est déjà un autre point. Et puis en dehors de ça, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Est-ce que j'ai besoin? Non. Le groupe WhatsApp des élèves dans une classe, à quoi il sert? À quoi sert-il? La plupart du temps à balancer des trucs pas très sympas. Mais le coup de c'est pour se passer les devoirs, c'est-à-dire en deux mots, j'ai pas besoin de faire l'effort de les prendre parce que de toute façon je me débrouillerai toujours pour les récupérer. C'est dommage. C'est dommage. Et puis après on s'envoie des messages qui prennent du temps, qui sont chronophages. Tu vas y aller? Non. Et toi, tu vas y aller? Peut-être. Ah, et toi? Ah, merci. Ah, d'accord. Ah, super. Ah, lol. Je sais quoi. Il y a un nouveau truc. Et là, dans le truc. Ce qu'ils écrivent sur leur mur. Dites un jour à voix haute ce qu'il y a écrit sur un mur de Facebook. Mais comme diraient les gosses, MDR. C'est d'une platitude, mais absolue. Alors pourquoi tu l'as écrit? Si on t'entendait dire à voix haute ce que tu as écrit, on te demanderait, attends, ça va ou quoi? Attendez,
Moi, vous savez, j'étais un peu angoissé. J'avais pas d'amis. Alors, j'ai commencé, je suis sorti, et puis j'ai regardé à droite, j'ai dit, tu veux être mon ami? Tu veux être mon ami? Tu veux être mon ami? Tu veux être... Et puis à un moment, j'avais deux, trois amis qui étaient là, et puis j'aurais dit à l'un, et vous pensez ce que j'ai fait ici, c'est bien? Dites oui, c'est super, et l'autre, si tu penses que, dis que c'est pas bien. Et puis j'ai continué à avancer, au bout d'un moment, j'ai commencé à être accompagné de deux personnes, un flic et un psychiatre. Ami, machin, dis-moi bravo. Combien de personnes ont fait comme ça? J'ai dit quelque chose, j'ai fait un commentaire. J'ai 1357 personnes qui ont fait ça. Ah, je suis devenu quelqu'un de super. Hein. Ah, je rentre chez moi, je suis bien. Qui t'a besoin de rassurer? On existe tellement peu. C'est ça l'enjeu. C'est que derrière ça, c'est peut-être de recommencer à exister. Je crois que c'est un défi extraordinaire en même temps qui nous est posé. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, dans la société civile, on se pose de plus en plus le problème de ce que génère l'utilisation des nouvelles technologies au niveau de l'équilibre des enfants. Je pense que c'est un peu trop tard. Néanmoins, on peut chacun, là où on se trouve, mettre en place cet univers de règles. Savoir que nos enfants les refuseront, c'est normal, ils feront leur job d'enfant. Ils feront leur job d'enfant. Mais si nous, on a conscience de la dimension impliquante de ce que ça représente, on sera capable de se battre. Rappelez-vous ce principe. Nos enfants nous aimeront pour les raisons pour lesquelles à un moment ils ne nous ont pas aimés. Et ils risquent de ne plus nous aimer pour les raisons pour lesquelles justement à un moment ils nous ont aimés. À nous de savoir quel est le choix qu'on décide de faire. Je vous remercie pour votre écoute et on va passer à vos questions, si vous le voulez.